moquée quotidiennement par sa famille parce qu'elle n'a pas de mari, jusqu'à ce qu'un puissant montagnard la choisisse. Une jeune femme nommée Cora endure en silence les cruelles moqueries de ses sœurs, marquée par un destin qui semble voué à l'humiliation. Une fausse lettre, un salon rempli de rire, et l'indifférence de sa propre mère la poussent vers l'abri de jardin où ses larmes tombent, cachées parmi les fleurs sauvages fanées. Mais personne n'imagine que ce moment de honte sera l'étincelle d'une transformation qui défiera toute la communauté. Un montagnard tourmenté, un passé qui respire encore, et un choix impossible entre la résignation et le véritable amour l'attendent. Bonjour mon cher ami, je suis Jasper Ashwood, votre narrateur de Mountain Tales. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous nous écoutez. Je vous embrasse tous très fort et j'espère que vous apprécierez l'histoire. Territoire du Colorado, année 1875. L'après-midi tombait sur les Saint-Cyr poussiéreux, tandis que les lampes à huile commençaient à éclairer de leur lueur dorée un village qui respirait la misère et les secrets. À l'intérieur de la cabane des Murphy, un salon décoré de courtes pointes en patchwork attendait les visiteurs de l'après-midi. Les fleurs sauvages fanées dans des bocaux en verre semblaient refléter l'humeur de Cora, qui se tenait debout, les mains jointes devant sa jupe en calicot, écoutant le rire de sa sœur. Magnolia, vêtue de sa robe du dimanche en coton bleu, tenait en l'air une enveloppe scellée avec un air théâtralement étonné. Beth, plus jeune mais tout aussi hautaine, applaudissait et feignait la surprise. « Oh, Corora! Enfin un admirateur secret! » s'exclama-t-elle avec un rire aigu. Les dames présentes échangèrent des regards complices, certaines avec pitié, d'autres avec une malice à peine dissimulée. Cora sentit la chaleur lui monter au visage. Ses joues brûlaient de honte tandis qu'elle baissait les yeux vers le tapis tressé, son seul refuge. Son corsage en coton crème lui sembla soudain plus serré, comme s'il voulait étouffer le cri qu'elle n'osait pas pousser. D'un geste serein, elle prit le mouchoir à son poignet et le plia soigneusement, tandis que des années de silence s'accumulaient en elle. La matriarche, assise dans un fauteuil à bascule à haut dossier, observait avec une expression indéchiffrable. Elle portait une lourde robe grise avec de la dentelle simple et un vieux camé au cou. Elle fit semblant de ne pas voir la moquerie de sa fille aînée, comme si la dignité de Cora était mineure par rapport au maintien des apparences. Sa main calleuse jouait avec un chapelet en bois, marquant le rythme de son indifférence. Cora s'inclina légèrement, murmura des excuses à peine audibles et quitta le salon. L'écho des rires resta derrière elle, accompagné de l'arôme du café aux mélasses qu'elle ne goûtait plus. Ses pas la menèrent à la remise du jardin, un espace en bois patiné où les légumes entreposés formaient un refuge secret. Là, parmi les sacs et les herbes fanées, elle laissa enfin couler les larmes qu'elle retenait depuis des années. Elle s'agenouilla à côté d'une caisse de haricots, posa son front dans ses mains et ferma les yeux. L'abri semblait être un sanctuaire de solitude. Dehors, les bruits des chevaux ne lui parvenaient que comme des murmures lointains, comme si le village était trop loin pour l'atteindre. Cora respira profondément, essayant de calmer les tremblements de sa poitrine. Dans ce coin, elle se sentait libre de tout regard critique. Pendant ce temps, dans le salon, Magnolia et Beth discutaient des plans pour la prochaine réunion. Les noms des célibataires passaient de bouche en bouche comme des pièces de monnaie au marché. La matriarche annonça qu'elles assisteraient à la construction d'une grange à Pine Ridge. « Cela restaurera notre réputation », dit-elle froidement, sans mentionner Cora. Cora entendit la décision prise au loin depuis la remise. Elle leva la tête et sécha ses larmes avec sa manche. La nouvelle lui rappela que sa vie ne lui appartenait pas entièrement et que, dans une société pionnière, une femme pouvait être invisible même au sein de sa propre famille. Elle se redressa avec dignité, ajusta sa jupe et se dirigea vers la porte. Ses yeux noisettes, encore humides, brillaient d'une nouvelle lueur, faible mais ferme, comme des braises refusant de s'éteindre. Dehors, l'après-midi du Colorado s'assombrissait. Cora était sur le point de franchir le seuil d'un destin qui allait changer sa vie à jamais. Mais pour l'instant, elle était une jeune femme humiliée qui rassemblait ses forces en silence, tandis que des herbes fanées gardaient son secret. La construction de la grange à Pine Ridge se déroulait sous des lanternes suspendues et au son doux d'un violon. La grange en bois était remplie de dames vêtues de leurs plus beaux calicots et d'hommes en habits du dimanche, avec des montres de poche en laiton.
Cora était arrivée vêtue d'une robe en Vichy bleu-gris, simple mais élégante, qu'elle avait brodée elle-même. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon bas avec un peigne en os sculpté. Elle ne portait aucun bijou, à l'exception du médaillon ovale de sa grand-mère. Alors que Magnolia et Beth se pavanaient dans la grange comme des paons, Cora restait près des étalages de courte pointe, absorbée dans la contemplation d'une broderie aux motifs complexes. La scène mélancolique, cousue avec précision, lui rappelait sa propre situation. De l'autre côté de la grange, Jeremiah Beaumont fit son entrée. Sa stature imposante ne passa pas inaperçue. Il était vêtu avec une sobriété absolue d'un manteau de laine noire, d'un gilet gris et d'une écharpe noire avec une branche de pin à la boutonnière. Ses yeux bleu acier balayèrent la grange avec indifférence jusqu'à ce que son regard s'arrête. Au milieu de l'agitation dorée et des rires artificiels, une silhouette différente attira son attention. Ce n'était pas seulement son immobilité qui l'intriguait, mais la façon dont elle observait le travail d'aiguille, comme si quelque chose d'intime s'y jouait. Sans réfléchir, l'homme des montagnes s'approcha. Cora ne le remarqua que lorsqu'il s'arrêta près d'elle. Elle sentit sa présence comme un frisson chaud et se retourna lentement, se retrouvant face à un visage grave et noble, presque sculpté dans le granit. « Une pièce exquise, dit-il d'une voix grave, étrange de trouver quelqu'un qui l'observe avec une telle dévotion. » Cora prit un moment pour répondre. « Ce n'est pas la couture que j'admire, mais l'expression, la mélancolie, qui, lorsqu'elle est authentique, ne se démode jamais. » Jeremiah sentit cette phrase rester gravée dans sa mémoire. Personne dans cette grange n'aurait dit une telle chose. Le silence entre eux devint dense, mais pas inconfortable. C'était le silence de deux âmes qui se reconnaissaient. « Vous aimez la couture ?» demanda-t-il. « Seulement les détails que les autres ne remarquent pas, » répondit Cora, n'osant pas soutenir son regard longtemps, mais ses mots ne vacillèrent pas. De loin, Magnolia serra les lèvres en voyant la scène. Beth semblait mal à l'aise. « Elle lui parle ?» murmura-t-elle. « Oui, avec le montagnard en personne, » répondit Magnolia avec venin, incapable de comprendre comment quelqu'un comme Cora pouvait retenir son attention. Cora se prépara à se retirer avec une légère inclinaison. « Je vous remercie pour votre gentillesse, monsieur. Ce n'est pas un problème. Cela a été la conversation la plus sincère de la soirée, » répondit Jeremiah, cherchant à la protéger du jugement des autres. « Me permettriez-vous de vous accompagner quelques pas? » Cora eut l'air déconcertée. Marcher aux côtés d'un montagnard sous tant de regards semblait dangereux. Mais quelque chose en elle, une faible étincelle éteinte depuis des années, lui dit oui. Ils marchèrent, longeant la grange près de la prairie, entre les rabats de toile entr'ouverts et le clair de lune. Ils parlèrent de livres, de silence et de la recherche de la vérité parmi les applaudissements forcés. Le montagnard habitué aux conversations vides se retrouva à chercher des mots pour prolonger le moment, lorsque le violon entama une valse plus animée. Cora s'arrêta. « Je devrais retourner auprès de ma famille. »« Je comprends. » Jeremiah acquiesça. « Mais si vous me permettez de le dire, tout ce qui semble invisible ne l'est pas forcément. » Cora fit une légère révérence et s'éloigna. Elle retourna auprès de sa mère sans remarquer les regards fixes, certains émerveillés, d'autres furieux. Depuis le fond de la grange, Jeremiah la regarda disparaître parmi les ombres et les lumières, pensant pour la première fois depuis des années que cette soirée n'avait peut-être pas été une obligation, mais un commencement. Le lendemain matin, un épais brouillard s'était levé. Les fenêtres de la cabane des Murphy ruisselaient d'humidité lorsque la fille du voisin entra à grands pas, une enveloppe scellée tremblant entre ses doigts. Une lettre urgente, madame, apportée par un cavalier en peau de dime. La matriarche prit la lettre et, en lisant le nom de l'expéditeur, son regard se remplit d'inquiétude. Jeremiah Beaumont, disait la missive, demandait à lui rendre visite cet après-midi-là afin d'officialiser une conversation entamée lors du rassemblement de Pine Ridge. « Que se passe-t-il » demanda Magnolia. « L'homme des montagnes a demandé à venir cet après-midi de manière officielle. » La nouvelle frappa comme un coup de tonnerre. Magnolia bondit, le visage illuminé par un triomphe anticipé. « Bien sûr qu'il veut me voir, » affirma-t-elle. « Je le savais. »« Ne dis pas de bêtises, » répondit Beth. « C'est avec moi qu'il a parlé près du corral au printemps dernier. » Cora, assise près de la fenêtre, resta silencieuse. Elle avait senti quelque chose de différent dans le regard de l'homme des montagnes, mais ne s'était pas permis de rêver. Les préparatifs furent frénétiques. Les salons furent dépoussiérés.
Les coussins battus, les lanternes polies. Les sœurs s'habillèrent de leurs plus beaux atours, Beth en vert émeraude, Magnolia en bleu profond avec de la dentelle argentée. Cora, sur les conseils de sa mère, porta quelque chose de simple, une robe couleur perle aux lignes épurées, avec seulement un ruban de satin à la taille. Lorsque l'horloge marqua 5 heures, un chariot noir aux ferrures en laiton s'arrêta devant la maison. Jeremiah Beaumont descendit avec son calme habituel, vêtu d'un long manteau de laine sombre et d'un gilet gris argenté. Il fut reçu dans le salon où on lui servit du café et où les 3 sœurs étaient alignées comme des portraits prêts à être jugés. Madame Murphy hocha la tête avec une inclinaison mesurée, pesant chaque geste. L'homme des montagnes répondit avec courtoisie, mais sans sourire. Après quelques minutes de conversation insignifiante, au cours de laquelle Magnolia s'efforça de paraître spirituelle et Beth de paraître charmante, l'homme des montagnes demanda d'une voix ferme: « Serait-il possible de faire une promenade dans le jardin avec mademoiselle Cora? » La pièce se figea. Cora le suivit jusqu'au potager où les roses végétales dormaient sous un ciel gris. Ils marchèrent en silence, les feuilles séchées craquant sous leurs bottes. « Je dois avouer que ma visite n'est pas un caprice, dit-il. Je souhaite vous proposer quelque chose d'inhabituel. Mademoiselle Sarah, ma tante, a besoin de compagnie dans ma propriété. Elle a mentionné votre nom avec affection. Je souhaite que vous acceptiez de l'accompagner pendant quelques semaines. » « En tant que compagne? » demanda Cora doucement. « Exactement. Mademoiselle Sarah cherche quelqu'un avec qui partager ses journées. Je veux mieux vous connaître. » Il y avait quelque chose dans son regard qui brûlait. « Ce n'est pas une demande courante, dit-elle. »« Vous n'êtes pas une femme courante non plus, répondit-il. Ah, j'ai vécu entouré de gens qui parlent sans rien dire. Vous êtes différente. Je veux savoir ce qui se cache derrière ce calme, cette tristesse dans vos yeux. » Cora tremblait intérieurement. « Je ne sais pas quoi répondre. Ne décidez pas maintenant. Réfléchissez-y simplement. Je vais parler à votre mère. Si vous acceptez, la haute montagne peut être un endroit tranquille où respirer. » À leur retour, il demanda à voir Madame Murphy. Plus tard, Cora apprit que tout avait été convenu. Le chariot partirait dans 2 jours. Magnolia pleura de rage. Beth brisa son éventail. Cora ne dormit pas cette nuit-là, regardant le brouillard envahir le village. Le chariot avançait sur un sentier étroit bordé de grands pins. Cora tenait un petit livre de poésie, mais elle ne l'ouvrit pas. Elle portait un manteau de laine gris ajusté à la taille, les cheveux rassemblés en un chignon sobre. La cabane des Murphy avait été laissée derrière eux quelques heures auparavant. À leur arrivée, la ferme se dressait, imposante. De la pierre claire avec des colonnes en bois et de grandes fenêtres. Une femme grande, aux traits anguleux mais bienveillants, apparut. « Mademoiselle Murphy, dit-elle, je suis Mademoiselle Sarah Beaumont. Bienvenue à Pine Ridge Homestead. » Mademoiselle Sarah, vêtue de velours noir, les cheveux blancs coiffés en un chignon serré, rayonnait de dignité. « Je vais vous montrer votre chambre. » Cora la suivit à travers des couloirs lambrissés, éclairés par des lampes à huile. Les murs étaient ornés de portraits de familles et de paysages de montagne. Ce qui attira son attention, ce furent les horloges, une dans chaque couloir, marquant des rythmes différents. Sa chambre était spacieuse mais austère. Des rideaux de lin flottaient dans la brise, une cheminée offrait de la chaleur. De la fenêtre, elle apercevait l'atelier au loin, à moitié caché par la brume. Les premiers jours, Cora se déplaçait avec discrétion. Mademoiselle Sarah l'accueillait chaque matin avec du café et des promenades dans la galerie d'artisanat. Elle parlait un peu, mais chaque conversation lui apportait un enseignement inattendu. « Le salon est pour ceux qui crient, hein, » lui dit Sarah un après-midi. « Mais les ateliers et les jardins sont pour ceux qui écoutent. » Cora commença à fréquenter l'atelier, trouvant un réconfort silencieux parmi les copeaux de bois et les doux parfums. C'est lors d'une promenade qu'elle aperçut l'homme des montagnes debout à l'orée de la clairière, les mains croisées derrière le dos, le regard fixé sur l'horizon. Cora resta immobile parmi les buissons de baie, comme si ce moment était un tableau qu'elle ne devait pas perturber. Il tourna lentement la tête et leurs regards se croisèrent. Pas de sourire ni de geste de courtoisie, mais quelque chose fut dit dans ce silence. Il poursuivit sa promenade et elle retourna à l'atelier, le cœur battant à tout rompre. Les jours suivants, leurs rencontres furent subtiles, toujours distantes, dans les couloirs, le vestibule, le jardin sous le ciel hivernal.
Ils n'échangèrent jamais plus que de légères salutations, mais dans chaque regard se lisait une reconnaissance tacite de quelque chose d'invisible. Mademoiselle Sarah le remarqua. Mon neveu observe ceux qui méritent d'être observés, commenta-t-elle un après-midi sans lever les yeux de sa couture. Il ne perd pas de temps en paroles, mais quand il se tait, il en dit plus qu'il ne le croit. Cora ne répondit pas, se contentant de baisser les yeux vers sa couture, bien qu'elle n'ait pas passé l'aiguille une seule fois. Un soir, pendant le dîner, Jeremiah se joignit à eux. C'était une occasion rare, car il dînait généralement seul dans son bureau. La conversation porta sur des commentaires légers à propos d'un livre sur la médecine frontalière, une référence au whisky du Kentucky, puis un silence s'installa lorsqu'il porta son attention sur Cora. « Vous appréciez les jardins, Mademoiselle Murphy? » Cora leva calmement les yeux. « Beaucoup. Il y a quelque chose dans le silence des plantes qui pousse que l'on ne trouve pas dans les salons. » Jeremiah acquiesça lentement, puis, sans rompre la sérénité du moment, il ajouta « Ma mère disait que seul celui qui sait prendre soin de quelque chose qui ne parle pas peut prendre soin d'une âme. » Cette remarque ne s'adressait à personne en particulier, mais pour Cora, elle semblait être une offrande, un morceau de son monde intérieur posé sur la table, nu et sincère. Ce soir-là, dans sa chambre, Cora alluma une bougie et écrivit dans son carnet de pensées. Ce n'était pas un journal intime. C'était plutôt un recueil de phrases qui l'aidaient à se souvenir de ce qu'elle ressentait sans savoir pourquoi. Elle écrivit « Ici, le vent ne pousse pas. Il caresse. La maison ne m'enferme pas. Elle écoute. Il ne parle pas. Mais il y a quelque chose dans son silence qui me touche comme un murmure. » En refermant le carnet, elle entendit au loin le son d'une des horloges du couloir. Il était minuit. Dehors, la brume recouvrait les champs comme un voile, et l'atelier dormait sous la lune. Mais en elle, quelque chose commençait à s'éveiller. Dans la maison du vent, la dame invisible n'était plus si invisible. Bien que personne ne le dise à voix haute, elle commençait à être vue, et quelque chose dans l'air annonçait que ce n'était que le début. La pluie tombait avec une légère insistance sur les fenêtres de l'atelier, dessinant des fils obliques qui coulaient sur la vitre comme des larmes silencieuses. C'était un après-midi gris en milieu de semaine, de ceux où le temps semble s'arrêter dans le murmure des horloges et le craquement du bois sous les pas légers des occupants de la maison. Cora avait demandé la permission d'explorer le bureau privé, une pièce séparée de l'aile principale, dont la clé lui avait été remise par Mademoiselle Sarah avec un geste de complicité silencieuse. « Il y a là des livres que personne n'ouvre plus, » avait dit la vieille femme d'une voix faible. « Peut-être t'entendras-tu bien avec leurs fantômes. » Le bureau était un monde à part. Les murs étaient recouverts d'étagères en bois sombre, les étagères remplies de volumes aux reliures usées, les rideaux épais laissaient à peine passer la lumière. Un bureau était recouvert de poussière et, au fond, une cheminée conservait encore l'arôme du pain brûlé. Cora parcourait les allées étroites avec un mélange de révérence et d'émerveillement. Il y avait des ouvrages sur la vie dans les régions frontalières, des traités sur la survie en montagne, des livres sur des voyages lointains et des recueils de lettres d'auteurs qu'elle ne connaissait que de nom. C'est en passant ses doigts sur la couverture d'un vieil atlas qu'elle remarqua un meuble qui ne semblait pas faire partie de l'ensemble. Une armoire en cèdre encastrée dans le mur, dont la porte était un bocal. Une curiosité timide mais tenace la poussa à regarder à l'intérieur. Là, recouvert d'un tissu de linge jauni, reposait un portrait à l'huile. Il n'était pas grand, mais son cadre doré, légèrement usé, révélait qu'il avait autrefois occupé une place d'honneur. Elle retira délicatement le tissu. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. C'était une jeune femme aux cheveux noirs, soigneusement coiffée, aux yeux en amande et à l'expression grave, et aux lèvres dessinées avec une douceur qui trahissait une tendresse réprimée. Elle portait une robe bleu marine avec de la dentelle à l'encolure, et un collier de perles entourait son cou avec la même précision qu'un ruban peut tenir une promesse. L'arrière-plan du portrait était un jardin, et derrière le personnage central, presque caché, on pouvait distinguer la silhouette d'un homme de dos. Cora comprit sans que personne ne le lui dise qu'il s'agissait de la défunte épouse de l'homme des montagnes. Une pointe de malaise lui transperça la poitrine. Ce n'était ni de la jalousie, ni même une comparaison. C'était la douleur de quelqu'un d'autre qui l'avait soudainement atteinte, comme si ce portrait, séparé du reste du monde, contenait une histoire encore palpitante. Elle la regarda avec respect, sans détourner les yeux.
Elle sentait que cette femme la regardait aussi depuis l'immobilité du temps. Je ne pensais pas te trouver ici. La voix profonde et sereine la prit par surprise. Cora se retourna lentement. Jeremiah se tenait sur le seuil, sans manteau, sa chemise de lin ouverte au niveau du cou et ses gants à la main. Son expression était indéchiffrable, mais son regard ne quittait pas le portrait. Cora ne s'excusa pas. Elle ne fit pas semblant de ne pas l'avoir vu. « Je cherchais des livres, dit-elle franchement. Je ne savais pas que cela se trouvait ici. » Il fit un pas vers le cabinet et fixa son regard sur le tableau. Pendant un instant, son silence fut si éloquent qu'il emplit toute la pièce. « Personne n'est entré dans cette pièce depuis des années, dit-il enfin. Pas même moi. » Cora baissa les yeux. Elle ne savait pas si elle devait couvrir le portrait ou le laisser tel quel. Jeremiah, sans la regarder, tendit la main et ferma doucement la porte de l'armoire. « L'aimiez-vous » demanda-t-elle à voix basse, surprise par sa propre audace. Il haussa les sourcils sans colère, mais avec une ombre qui s'installa immédiatement sur ses traits. C'est une question simple avec une réponse compliquée. Cora ne bougea pas. Le craquement du bois sous ses pieds était le seul bruit entre eux. Parfois, on aime davantage l'idée que l'on se fait d'une personne que la personne elle-même, dit-il, presque comme s'il pensait à voix haute. Ou on l'aime avec un tel besoin qu'on en oublie si cette personne peut répondre à ce besoin. Cora ne répondit pas. Le silence sur ses lèvres était aussi une forme d'écoute. Elle était malade depuis le début, continua-t-il d'un ton qui ne laissait place à aucune consolation. Les médecins le savaient, je l'ai appris plus tard, mais à ce moment-là, j'avais déjà pris la décision de rester, de la protéger, d'être son roc. Elle n'a jamais demandé d'amour, mais je le lui ai offert quand même avec l'obstination de celui qui croit pouvoir sauver quelqu'un simplement en étant près de lui. Cette confession l'épuisait mot après mot. Il y avait en lui un mélange de culpabilité et de fierté, de tendresse noyée et de ressentiment envers sa propre jeunesse. « Elle est morte dans cette maison », dit-il sans dramatiser, entourée de tout ce dont elle n'avait pas besoin et de tous ceux qui ne pouvaient pas l'aider. Cora leva lentement les yeux. « Et avez-vous pu lui dire au revoir ?» Jeremiah la regarda pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce. Son regard était comme une plaie ouverte. « Non, dit-il, je suis parti cette nuit-là, quelques heures avant. Je ne supportais pas de la voir s'effondrer. Je préférais qu'elle se souvienne de moi debout, même si j'étais déjà en train de m'effondrer à l'intérieur. » Le silence revint s'installer entre eux, mais cette fois, il était dense, coupant. Cora fit un pas vers lui, non par audace, mais par compassion. Elle ne tendit pas la main, ne dit pas un mot, resta simplement là, près de lui, ferme. Il l'observa avec une intensité brûlante. Puis, comme si quelque chose en lui remontait à nouveau pour se défendre, il murmura « J'espère que vous n'êtes pas venu ici dans l'espoir de prendre sa place. Personne ne peut occuper une place qui ne lui appartient pas. » Cora ressentit cette phrase comme un coup sec, mais ne recula pas. « Je ne suis pas venu pour prendre la place de quelqu'un, monsieur, » répondit-elle avec sérénité. « Je suis seulement venu pour être moi-même. Si cela vous met mal à l'aise, je peux partir. » Jeremiah serra les lèvres. Il semblait hésiter entre l'envie de protéger son mur et la tentation de le laisser tomber. Mais finalement, comme tant d'autres fois dans sa vie, il choisit le silence comme bouclier. Il se tourna vers la porte et, avant de partir, dit à voix basse « Je n'ai pas de place pour la fragilité dans mon monde, mademoiselle Murphy. » Puis il partit. Cora resta seule, debout devant l'armoire fermée. Elle ne pleura pas, ne se sentit pas vaincue. Au contraire, elle respira profondément et caressa la tranche d'un livre à proximité, comme si les mots muets pouvaient lui donner de la force. Elle était entrée sans savoir ce qu'elle cherchait et était repartie avec une nouvelle certitude. Jeremiah Beaumont n'était pas un homme cruel, mais un homme brisé, et dans cette fracture, il y avait des fissures par lesquelles la lumière pouvait encore pénétrer. Cette nuit-là, alors que la maison dormait sous la pluie persistante, l'homme des montagnes n'alluma pas de bougie et n'ouvrit pas de livre. Il marcha seul dans le couloir, passa ses doigts sur le cadre d'une porte fermée et s'arrêta devant le portrait qu'il évitait depuis des années. Seul avec ses souvenirs, il se laissa enfin le regarder et, pour la première fois depuis des années, ressentit la peur de sa propre solitude. Non pas parce qu'elle le détruisait, mais parce qu'en présence d'une femme comme Cora, il ne savait plus s'il voulait la conserver. Le printemps fit timidement son apparition dans les champs du Colorado. Les trembles fleurirent lentement,
et le parfum des fleurs sauvages commença à embaumer les couloirs de la propriété des Beaumont. Cora passait la plupart de ses journées dans l'atelier, réorganisant les outils, notant ses observations dans un carnet qu'elle avait commencé à remplir avec soin et dévouement. Tante Sarah l'observait depuis la fenêtre, de plus en plus convaincue que cette jeune femme n'était pas une visiteuse de passage, mais une bouffée d'air frais dont la propriété avait besoin depuis des années. Mais alors que le calme régnait dans les hautes terres du Colorado, dans la colonie, la communauté commençait à murmurer. Les apparitions du montagnard lors d'événements publics avaient diminué, et les excuses officielles ne convainquaient personne. Les langues les plus acérées, celles cachées derrière des bonnets matelassés et des tasses de cidre, commencèrent à tisser une autre histoire. Une jeune femme inconnue, sans dot ni titre, hébergée sous le toit d'un montagnard veuf. Une seule lettre imprudente envoyée par une voisine en quête d'ascension sociale suffit aux sœurs Murphy pour apprendre la situation. Magnolia fut la première à exploser. Ils l'ont installée dans les hautes terres, cria-t-elle en brisant une tasse sur le plancher en bois. Elle, l'ombre de cette famille. Beth, avec un mélange de honte et de rage, tenta de la calmer, mais sans conviction. Il doit y avoir une explication. C'est peut-être mademoiselle Sarah qui l'a demandé. Ne sois pas naïve, l'interrompit Magnolia. Cette fille a toujours su feindre la faiblesse pour jouer les victimes, et maintenant elle me vole ce qui m'appartient. Sans attendre l'autorisation de leur mère, Magnolia écrivit une lettre urgente à la propriété des Beaumont, annonçant sa visite inattendue sous prétexte d'apporter des nouvelles de la famille. Elles partirent le même après-midi, Beth silencieuse, cachant sa nervosité derrière son large bonnet à large bord. Cora, qui ignorait encore la tempête qui s'annonçait, était dans le bureau en train de sélectionner quelques volumes sur la flore montagnarde, lorsque l'homme annonça d'un air sévère « Les sœurs Murphy sont arrivées, mademoiselle Cora. Elles demandent à vous voir immédiatement. » Le cœur de Cora s'arrêta un instant. Elle savait que ce jour pourrait arriver, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si proche ni si violent. Quand elle entra dans le salon principal, elle les vit debout comme deux statues, parfaitement habillées, mais avec déjà du venin dans la bouche. Sarah, assise dans son fauteuil au coussin de brocart, les accueillit avec la courtoisie qui sied à une hôtesse, mais avec une lueur froide dans les yeux. L'homme des montagnes n'était pas à la ferme à ce moment-là. Magnolia fut direct. Dès que Cora franchit le seuil, sa voix trancha l'air. « Comme ton voyage s'est avéré pratique, chère sœur, une ferme de montagne, des soins et un montagnard veuf à ta merci. Tu ne t'en es pas mal sorti pour quelqu'un d'aussi discrète. » Cora ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Le ton de Magnolia en disait plus long sur elle que sur sa victime. « Était-ce ton idée ou la sienne? Comment as-tu réussi? » « Avec quel mensonge, continua Magnolia, de plus en plus hautaine. Tu lui as dit que tu étais différente, que tu ne cherchais rien. Tu as joué la pureté d'âme. Assez, interrompit mademoiselle Sarah d'une voix ferme et mesurée. Je ne tolérerai pas ce genre de langage dans ma maison. Mais Magnolia ne recula pas. Sa rage était trop alimentée par des années de mépris pour sa sœur, par l'idée que quelqu'un comme Cora pouvait obtenir quelque chose qu'elle n'avait jamais réussi à obtenir. « Et toi, maman? Es-tu aveugle ou as-tu aussi été trompée? » Cora leva la tête. Son visage ne portait aucune trace de larmes, mais affichait une fermeté qu'elle montrait rarement. « Je n'ai trompé personne. Je suis venu dans cette maison parce qu'on me l'a offerte. Je n'ai rien demandé et je n'ai pas à me justifier auprès de toi. » Le silence qui suivit était pesant. À ce moment-là, la porte s'ouvrit. L'homme des montagnes entra sans prévenir. Le visage assombri par le vent de l'après-midi. Il en avait assez entendu depuis le couloir. « Mesdemoiselles Murphy, dit-il froidement, je vous prie de bien vouloir quitter ma maison avant la tombée de la nuit. » Magnolia pâlit. « Vous nous mettez à la porte, je protège la tranquillité d'une dame que je respecte, » répondit-il sans élever la voix, « et je ne permettrai pas que le scandale ou l'envie ruine le peu qui fait encore sens dans cet endroit. » Beth prit le bras de sa sœur, les yeux vitreux. Magnolia, sans un mot pour la première fois, leva le menton et partit d'un pas lourd. Mademoiselle Sarah, les mains entrelacées sur ses genoux, ne bougea pas et ne prononça pas un seul mot. Lorsque la porte se referma, le silence devint pesant. L'homme des montagnes regarda Cora. Il ne dit rien, elle non plus, mais quelque chose dans l'air s'était brisé,
quelque chose qu'il avait essayé de protéger, mais qui avait déjà blessé sa dignité. Cora passa la nuit sans dormir. Elle savait qu'on l'avait défendue, qu'on ne l'avait pas laissé être humiliée, et pourtant elle sentait le poids de chaque mot lancé comme des fléchettes. Elle se regarda dans le miroir de sa chambre, non pas comme elle s'était vue le jour de son arrivée, mais comme elle était maintenant, une femme qui commençait à connaître sa valeur, mais qui était aussi exposée. À l'aube, elle se leva en silence, rangea ses livres dans un petit sac, plia soigneusement ses robes et écrivit une note qu'elle laissa sur la table. Elle ne réveilla personne, ne demanda pas à faire ses adieux. Le chariot qui partit ce matin-là n'était pas celui du montagnard, mais un chariot loué. Le conducteur ne lui demanda pas où elle allait, il se contenta d'obéir. La ferme des Beaumont resta derrière dans la brume, avec ses fenêtres embuées par l'humidité et le parfum des fleurs sauvages flottant encore dans l'air. Dans le couloir, mademoiselle Sarah trouva la note peu après le petit déjeuner. Elle la lut en silence et ferma les yeux avec regret. Cora ne partait pas par lâcheté. Elle partait parce qu'elle ne supportait pas d'être montrée du doigt pour quelque chose qu'elle n'avait jamais recherché, parce qu'elle avait besoin de retrouver son propre nom avant que la société ne le réduise à un murmure malveillant, et dans sa poitrine, entre tristesse et calme, quelque chose battait fort. La certitude que ce qui avait été vécu n'était pas effacé, mais qu'il n'était pas non plus supplié. Si quelqu'un la cherchait, que ce soit parce qu'il l'avait reconnue et non parce qu'il l'avait perdue. La colonie l'accueillit avec un ciel opaque et un air épais qui semblait traîner des murmures. La ville, vaste et impitoyable, n'avait pas changé en son absence. Les avenues poussiéreuses continuaient de résonner sous les roues des charrettes, et les marchands ambulants remplissaient toujours les coins du quartier sud de leurs cris. Mais Cora n'était plus la même. Elle était revenue sans s'annoncer, sans bagages luxueux ni serviteurs pour l'accompagner. Elle n'avait qu'une modeste sacoche, quelques livres et la détermination tranquille de se reconstruire loin du scandale. Elle s'installa dans une petite pension à la périphérie, tenue par une veuve aimable qui ne posait pas de questions. Grâce à une lettre de recommandation écrite par mademoiselle Sarah, elle obtint en quelques jours un poste de professeur de musique chez les Henderson, une famille établie qui appréciait autant la discrétion que la formation classique. Dans cette maison calme et élégante, Cora enseignait le piano à une jeune fille aux grands yeux et aux doigts maladroits. Chaque matin, elle enfilait sa jupe grise et son chemisier en lin, attachait soigneusement ses cheveux et se présentait ponctuellement dans le salon de musique. Elle jouait avec patience les gammes les plus élémentaires, corrigeait la posture de l'élève avec tendresse, puis disparaissait dans le brouillard du village, comme une autre silhouette parmi la foule. Elle était à nouveau invisible, mais cette fois-ci par choix. Elle ne parlait pas des hautes terres, ne mentionnait pas les Murphy, et encore moins le nom qui continuait d'occuper ses pensées pendant les longues nuits. Elle gardait en elle un nœud qu'elle ne voulait pas défaire, non par orgueil, mais par dignité. Un matin d'avril, alors qu'elle relisait des partitions près du piano, elle entendit sonner à la porte. Elle ne leva pas les yeux, habituée à la routine des domestiques et des visites sociales. Mais lorsque la porte du salon s'ouvrit et que Jeremiah Beaumont apparut, Cora eut l'impression que le monde s'était arrêté un instant. Il était vêtu de noir, comme toujours, mais sans manteau ni fusil. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés par le vent et ses gants pendaient à sa main gauche. Son visage exprimait une fatigue qui n'avait rien à voir avec le voyage, mais avec quelque chose de plus profond, de plus urgent. « Je dois vous parler », dit-il d'une voix ferme, sans courtoisie inutile. Cora se leva. La jeune fille la regarda avec surprise et quitta la pièce avec le professeur principal sans poser de questions. Le salon resta plongé dans le silence. L'horloge murale marquait le temps d'un tic-tac qui semblait exagéré, inconfortable. « Vous ne pouvez pas vous présenter ainsi », murmura Cora en croisant les mains devant elle. « Ce n'est pas un endroit pourquoi ?» l'interrompit-il, « pour un homme qui cherche la seule femme qui est comptée pour lui depuis des années. » Cora déglutit, sans bouger. « Je sais que j'ai laissé le fantôme me dominer, mais je ne vais pas te perdre par orgueil. » Cora le regarda sans ciller. La douleur était toujours là, cachée au fond de son regard, mais elle ne dominait plus ses gestes. « Je ne suis pas venu au village pour me cacher. Je suis venu pour travailler, pour construire quelque chose qui m'appartienne. Ce n'est pas ce que je souhaite pour toi, dit-il d'une voix contenue,
Et c'est exactement ce qui m'empêche de dire oui, répondit Cora avec un calme qui faisait plus mal que n'importe quel cri. L'homme des montagnes fit un pas de plus. Ils étaient à moins d'1 mètre l'un de l'autre. Il ne la toucha pas, il n'essaya pas de lui prendre la main, il se contenta de parler. Cora Murphy, je veux que tu sois ma femme. La phrase resta suspendue dans l'air comme un écho qui n'osait pas retomber. Cora respira profondément. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elles ne coulèrent pas. Ce n'était pas de l'émotion. C'était un combat intérieur. Pourquoi? Demanda-t-elle dans un murmure. Parce qu'il n'y a pas un seul recoin de cette ferme qui ne me rappelle pas ton souvenir. Parce que tu as redonné une voix à mes silences. Parce que depuis ton départ, tout est redevenu gris, dit Cora en baissant les yeux. Et ne serait-ce pas plutôt que tu cherches seulement à combler un vide, que tu as besoin de remplacer le silence par quelque chose de plus confortable? Non, dit-il avec fermeté. Je ne veux rien remplacer. Je veux recommencer à zéro avec toi, dit-elle en le regardant. Et bien que son cœur tremblât, sa voix ne vacilla pas. Tu ne me considères pas comme ton égal. Tu me protèges. Tu m'admires, mais tu me regardes toujours depuis un piédestal ou depuis une blessure. Je ne veux pas être la deuxième tentative de bonheur d'un homme qui n'a pas encore fait la paix avec son passé. L'homme des montagnes ferma les yeux un instant, comme si chaque mot le frappait. Alors tu me rejettes? Oui, dit-elle avec douceur. Non pas parce que je ne tienne pas à toi, mais parce que je tiens suffisamment à moi-même pour ne pas t'accepter ainsi. Jeremiah n'insista pas, ne supplia pas, se contentant d'acquiescer d'un léger signe de tête. Il se retourna avec les pas mesurés d'un soldat vaincu et partit sans dire un mot. Cora resta seule. L'horloge continuait de marquer son rythme indifférent. Dehors, une charrette passa, laissant des traces humides sur les pavés. Elle s'approcha du piano et posa ses doigts sur les touches sans les jouer. Des fermetures sans musique. C'est ce qui faisait le plus mal. Cette nuit-là, de retour à sa pension, elle alluma une bougie et ouvrit son cahier. Elle n'écrivit rien, se contentant de laisser le silence lui tenir compagnie. Pour la première fois, elle se sentait forte et seule, comme si ces deux choses étaient indissociables, et au fond de son âme, entre renoncement et certitude, elle savait qu'elle avait fait le bon choix, même si le prix à payer était son cœur. Le ciel du Colorado s'éclaircit, recouvert d'une épaisse couche de nuages. L'air humide et silencieux semblait avoir suspendu l'agitation habituelle de la colonie. Dans la petite chambre que Cora louait à la périphérie, la lumière grisâtre du matin pénétrait timidement par la fenêtre embuée. Assise à son bureau, elle accordait patiemment un morceau pour enfant qu'elle avait copié à la main pour son élève. Chaque note semblait être une défense, un moyen de se protéger du vide qui s'était installé depuis cette rencontre décisive dans le salon des Henderson. Ses journées étaient méthodiques, ordonnées, silencieuses. Elle enseignait le matin, cousait ou lisait l'après-midi et écrivait dans son carnet à la tombée de la nuit. Sur le papier, les émotions faisaient moins de mal, et pourtant, malgré tous ses efforts pour paraître normal, il y avait un vide qui la hantait comme une ombre. Ce n'était pas seulement celui d'un homme, mais de tout ce qui aurait pu être. Ce matin-là, alors qu'elle révisait une mélodie avec le piano fermé, la cloche de la pension sonna avec une insistance qui n'était pas de mise à cette heure. Madame Cartwright, la propriétaire des lieux, monta les escaliers d'un pas pressé et frappa doucement à sa porte. « Mademoiselle Murphy, vous avez une visite. » Cora fronça les sourcils. Elle n'attendait personne. En descendant dans le petit salon, elle s'arrêta en voyant Mademoiselle Sarah assise, enveloppée dans un manteau de voyage violet foncé, les gants encore aux mains, l'air serein mais déterminé. Mademoiselle Sarah demanda à Cora, surprise. « Bonjour, ma chère, » répondit la vieille femme avec un léger sourire. « Avant que vous ne vous inquiétiez, je ne viens pas au nom de quelqu'un d'autre. Je viens pour moi-même. » Cora, toujours perplexe, l'invita à s'asseoir et demanda du café à la propriétaire, qui se montra plus que disposée à servir une dame aussi distinguée. Lorsqu'elles se retrouvèrent seules, Mademoiselle Sarah l'observa attentivement, comme si elle cherchait à reconnaître sur son visage les traces des dernières semaines. « Je vais vous poser une question, » dit-elle avec douceur. « Êtes-vous heureuse ici? » Cora ne répondit pas immédiatement. Elle regarda autour d'elle le mobilier modeste, le feu timide dans la cheminée, la cafetière qui fumait sans cérémonie. « Je suis en paix, dit-elle enfin, ce qui n'est pas la même chose, mais s'en rapproche.
Mademoiselle Sarah acquiesça, baissant les yeux vers ses propres mains gantées et fermes. Elle sortit de son sac une enveloppe fermée, portant un blason non scellé. Elle la tint entre ses doigts quelques secondes avant de la lui tendre. Je ne veux pas vous forcer à quoi que ce soit, Cora, mais ceci a été écrit pour vous et n'a pas été envoyé par crainte. Cora prit l'enveloppe avec précaution, sans l'ouvrir pour l'instant. Son pouce s'accéléra juste assez pour trahir son tremblement. La cire rouge était intacte, sans sceau, comme s'il s'agissait d'une confession hors protocole. C'est de lui. Mademoiselle Sarah ne répondit pas par des mots, mais seulement par son regard. Je l'ai trouvé sur son bureau. Il n'y avait ni date ni adresse, seulement votre nom. Je sais ce que cela signifie et je sais aussi ce que cela peut déclencher. Mais je ne suis pas venu pour supplier. Je suis venu vous dire quelque chose qu'il n'osera peut-être jamais dire. Cora l'observa attentivement sans l'interrompre. Depuis la mort de sa femme, Jeremiah s'était fermé au monde. Les années passaient sans qu'il ne laisse personne entrer dans ses pensées. Les femmes qui l'entouraient n'étaient que des figures décoratives. Il n'y avait jamais eu d'intérêt, jamais un regard, jusqu'à ce que vous apparaissiez. L'émotion dans la voix de la vieille femme était contenue, mais sincère. Je l'ai vu changer lentement, avec crainte. Vous l'avez sorti d'une léthargie dont il n'avait même pas conscience. Vous lui avez montré qu'il pouvait encore ressentir des émotions sans perdre le contrôle. Mais lorsqu'un homme a vécu si longtemps protégé par sa propre froideur, l'amour peut sembler une menace. Cora baissa les yeux vers la lettre qu'elle tenait toujours fermée dans ses mains. L'enveloppe pesait plus lourd que du papier, elle pesait comme une décision. « N'attendez rien de moi, dit-elle avec honnêteté. Je ne sais toujours pas si j'ai quelque chose à lui offrir. Tout était trop violent et ça fait encore mal. Je ne vous demande pas de lui pardonner, murmura Mademoiselle Sarah. Je vous demande d'écouter ce que son silence n'a pas pu dire. La vieille femme se tenait debout avec dignité. Avant de partir, elle s'approcha et prit la main de Cora d'un geste léger, presque maternel. Parfois, le véritable amour ne s'exprime pas au bon moment. Il est écrit et conservé par crainte de nous briser. Cora l'accompagna jusqu'à la porte. Elle ne promit rien, inclina seulement la tête avec gratitude, et lorsqu'elle se retrouva seule, resta debout devant la fenêtre, la lettre à la main, n'osant pas encore l'ouvrir. La lumière de l'après-midi commençait à décliner. Le murmure lointain des charrettes était le seul son qui l'accompagnait. Elle s'assit devant le bureau, alluma la lampe à huile et, après un instant de silence, brisa la cire avec précaution. L'écriture était ferme, mais il y avait quelque chose d'urgent dans le trait. Les premiers mots lui coupèrent de souffle. « Cora, je n'ai aucune certitude que ces lignes te parviendront. Peut-être ne les enverrai-je jamais. Mais si un jour tu les lis, je souhaite que tu saches quelque chose que ni ma fierté, ni ma lâcheté ne m'ont permis de te dire à haute voix. Je t'ai vu arriver chez moi comme quelqu'un qui pénètre dans un pays dévasté et qui, sans bruit, commence à recoudre. Je ne l'avais pas compris à l'époque, mais je sais maintenant que tu as commencé à redonner vie à un cœur qui ne croyait plus mériter la tendresse. Tu étais la lumière, tu étais le calme, tu étais la vérité dans un monde où tout n'était qu'écho. Et pourtant, alors que j'avais le plus besoin de te protéger, j'ai laissé mon passé parler pour moi. J'ai été injuste, j'ai été froid. Non pas parce que je ne ressentais rien, mais parce que je ressentais trop, et cela me terrifiait. Les mots ont commencé à se dissoudre sous les yeux de Cora. Ses lèvres tremblaient, son cœur battait fort dans sa poitrine. Elle a continué à lire, une larme solitaire coulant sur sa joue. Je ne veux pas que tu reviennes par compassion. Je ne veux pas que tu reviennes parce que je te le demande. Je veux seulement que tu saches que lorsque je ferme les yeux, je ne vois pas la femme que j'ai essayé de chasser. Je vois celle qui m'a appris qu'il était encore possible de vivre le cœur ouvert. Si tu décides de rester loin, je comprendrai. Mais si jamais tu penses à moi, fais-le en sachant que j'étais tienne. Même dans mon silence, Jeremiah. Cora laissa tomber la lettre sur la table et porta ses deux mains à son visage. Elle ne pleurait pas de désespoir, mais d'une douleur profonde et contenue, celle de ceux qui ne cherchent pas de consolation, mais de la compréhension. Tout ce en quoi elle avait cru, la fierté, la distance, la supériorité, n'était en réalité qu'une peur intense de la perdre, de l'aimer. Et maintenant, avec cette lettre entre les doigts, elle commençait à comprendre que parfois, l'amour n'arrive pas enveloppé de gestes parfaits, mais blessé, maladroit et tardif. Mais quand il est vrai,
Même s'il n'est pas dit à temps, il peut encore être entendu. Le ciel du Colorado s'éclaircit, recouvert d'un épais voile de nuages cendrés, comme s'il sentait la turbulence qui habitait la poitrine de Cora. La colonie semblait retenir son souffle, suspendu entre l'humidité de l'air et un silence expectatif que même l'agitation habituelle des rues ne parvenait pas à briser. Mademoiselle Sarah insista pour sortir se promener, prétextant que le confinement de ces derniers jours avait réveillé de vieilles douleurs articulaires. Cora, encore émue par la lettre que la dame lui avait remise, acquiesça d'un léger signe de tête, plus par gratitude que par conviction. Toutes deux prirent une calèche fermée pour se rendre aux abords du parc de la colonie, protégées du froid par des capes de laine et des chapeaux à large bord qui cachaient partiellement leur visage. Le parc, encore humide des pluies matinales, exhalait l'arôme pénétrant de la terre humide et des feuilles mouillées. Les branches nues des peupliers s'étiraient vers le ciel comme des doigts implorants, et le petit étang, calme et gris, semblait être un miroir opaque d'émotions contenues. Elles marchèrent en silence pendant un long moment le long des chemins de pierre. Soudain, mademoiselle Sarah s'arrêta, serra doucement le bras de Cora et murmura d'une voix mesurée. « Je pense que tu devrais continuer seule maintenant. » Cora la regarda, perplexe. Seule? La vieille femme la regarda avec tendresse. Juste après ce virage, il est là, il ne t'a pas vu. Le cœur de Cora se mit à battre à tout rompre. Ses doigts se crispèrent sur le manchon de laine, tandis que son esprit refusait de croire ce que ses oreilles venaient d'entendre. Mais ses pieds, guidés par quelque chose de plus profond que la raison, se mirent à avancer. Le chemin débouchait sur une petite clairière où se dressait un belvédère en bois parmi les ombres des chênes. Là, comme une silhouette arrachée à un lointain souvenir, se tenait l'homme des montagnes, Jeremiah, vêtu d'un manteau sombre boutonné jusqu'au cou, les cheveux légèrement humides à cause de la brune persistante. Il était immobile, le dos tourné, les mains entrelacées derrière le dos, contemplant un point invisible au-delà des arbres, le même endroit où quelques semaines auparavant, il avait remarqué pour la première fois cette jeune femme au regard absent qui feuilletait un catalogue d'herbes aromatiques. Cora s'arrêta. L'air semblait s'être densifié. Pendant quelques instants, elle hésita. Le passé récent surgit comme une barrière invisible, les humiliations, la demande rejetée, la lettre sans parfum. Mais le souvenir de ces mots, capturés dans une encre tremblante, lui donna de la force. Elle avança, ses pas sur le sol humide ne faisant presque aucun bruit. Elle s'approcha sans se faire remarquer, jusqu'à ce que la distance entre eux soit suffisamment intime pour qu'un soupir suffise à lui permettre de l'entendre. Jérémie se retourna lentement, comme s'il avait senti une présence avant de la voir. Ses yeux clairs et fatigués la trouvèrent. Pendant un instant, son visage resta impassible, comme si son esprit ne pouvait accepter l'image qui se présentait à lui. Puis une lueur d'étonnement illumina son expression, suivie d'une vague d'émotion qu'il ne chercha pas à cacher. Cora. Sa voix n'était qu'un murmure, un mélange d'incrédulité et de soulagement. Elle ne répondit pas immédiatement. Le vent agitait les plis de son manteau beige et déplaçait quelques mèches de ses cheveux humides de la brune. Son visage était serein, mais ses yeux, profonds et fixes, l'interrogeaient sans avoir besoin de mots. Je ne m'y attendais pas. Commença-t-il avec hésitation. Pas après la façon dont nous nous sommes quittés. Cora respira profondément. L'air glacial lui brûlait la poitrine, mais elle ne détourna pas le regard. Je ne suis pas venu pour te réclamer quoi que ce soit. Jeremiah fit un pas vers elle, puis un autre, comme si chaque mouvement lui coûtait des années de retenue. Tu n'as rien à dire, dit-il d'une voix grave. J'ai compris que je ne peux pas exiger ton amour ou ton pardon, mais je ne pouvais pas rester sans te le dire. Pas encore. Quand tu es parti, quelque chose dans cette colonie a cessé de respirer. J'ai cessé de respirer. Elle sentit ses paupières s'humidifier, mais les garda fermées. Jeremiah continua, d'une voix de plus en plus basse, de plus en plus douloureuse. La lettre était authentique, chaque mot, mais je ne savais pas comment l'envoyer. J'étais un lâche. Je me suis protégé derrière ma revendication, derrière la solitude que j'avais choisie, et je n'ai pas vu que tu étais la seule à pouvoir faire fleurir cette vie flétrie. Cora déglutit, sentant une boule dans sa gorge. Pourquoi m'as-tu demandé en mariage sans me dire cela?
L'homme des montagnes baissa les yeux, humilié, parce que je craignais que si je montrais ma faiblesse, tu ne me prendrais pas au sérieux. Je pensais que si je me montrais fort, tu m'accepterais. Mais avec toi, c'était toujours différent. Tu étais toujours capable de voir au-delà. Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux. La pluie continuait de tomber doucement et régulièrement, comme si la scène avait besoin d'être complètement lavée de ses anciennes erreurs. Cora fit un pas vers lui, puis un autre. Quand elle fut assez proche, elle leva la main et la posa délicatement sur la poitrine de l'homme des montagnes. Elle sentit son cœur battre rapidement, tout comme le sien. « Et maintenant, demanda-t-elle, que vois-tu en moi? » Jeremiah leva les yeux et pour la première fois depuis des années, son regard était désarmé, vulnérable. « Je vois la femme que j'aime, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est authentique, parce que ta bonté n'a pas besoin d'être proclamée et que ta force ne fait pas de bruit, parce que tu m'as sauvé sans le savoir. » Cora esquissa un sourire à peine perceptible, un geste fragile, humide de la bruine et des larmes retenues. Puis, sans un mot, elle leva son autre main et la porta à son visage. Elle le toucha à peine, comme si elle ne voulait pas briser le charme. Et dans ce geste doux et ferme se trouvait tout ce qu'elle n'avait pas pu dire auparavant. C'était la réponse silencieuse à une lettre jamais envoyée. C'était un oui qui n'avait pas besoin de mots. Jeremiah inclina son visage, ferma les yeux et posa son front contre le sien. Ils restèrent ainsi sous le gazebo, sous la pluie, sans autre témoin que les arbres et le ciel gris. Le passé ne pouvait être changé. Les blessures ne disparaissaient pas. Mais à cet instant, entre le contact de leur front et le frémissement de leur respiration, un nouveau temps s'ouvrait. Un temps où il n'y aurait plus de lettres sans robe. Un temps où ils pourraient enfin se choisir sans crainte. Le printemps s'annonçait dans les champs du Colorado avec un doux frémissement de vie nouvelle. L'air, encore frais, portait le parfum léger des lauriers des montagnes et la promesse de bourgeons sur chaque branche nue. La propriété des Beaumont, habituée au silence contenu de ses habitants, commença à changer de peau, comme si une énergie différente, plus chaleureuse, plus humaine, s'était infiltrée entre ces murs de pierre. Cora observait l'atelier depuis le couloir. Elle portait une simple robe en mousseline ivoire, dont les seuls ornements étaient un ruban pâle à la taille et une broche ancienne prêtée par Mademoiselle Sarah. Ses cheveux, rassemblés en un chignon bas, laissaient son cou exposé, à peine effleuré par quelques mèches qui s'échappaient au gré du vent. Sa silhouette, debout près de la fenêtre, semblait faire partie du paysage, mais ses yeux, fixés sur l'intérieur de l'atelier, trahissaient un profond frémissement qui ne venait pas du climat. À l'intérieur, un groupe d'artisans retirait avec soin les outils secs qui avaient été oubliés pendant le long hiver. Certains bancs avaient été remplacés par de nouveaux équipements, des tours à bois, des forges à métal, des outils pour travailler le cuir. La restauration n'obéissait pas seulement au désir esthétique de l'homme des montagnes, mais à une nécessité intérieure. C'était une reconstruction symbolique, une réparation silencieuse. Cet atelier qui avait été témoin des solitudes psy allait désormais assister à une renaissance. Cora s'éloigna de la vitre en entendant des pas derrière elle. C'était Mademoiselle Sarah, enveloppée dans un manteau de velours bleu foncé. Ses yeux, illuminés par une émotion contenue, se posèrent avec tendresse sur sa future nièce. « Ils sont tous dans la salle à manger, dit-elle d'une voix calme. Jeremiah ne voulait pas d'une célébration ostentatoire, comme on pouvait s'y attendre. Seulement les personnes nécessaires, seulement celles qui comptent. » Cora acquiesça. Elle n'avait pas besoin de bijoux, d'orchestre ou de salons remplis d'étrangers feignant de la joie. Ce soir-là, l'intimité était le plus grand luxe. Dans la salle à manger, la longue table avait été soigneusement réduite pour n'accueillir que 7 personnes. Outre Mademoiselle Sarah, 2 amis proches de l'homme des montagnes, des hommes à la conversation posée et au visage marqué par les années, complétaient le groupe. L'atmosphère était accueillante, sans prétention. La vaisselle était en porcelaine antique décorée de fleurs des montagnes. Les grandes bougies projetaient une lumière chaude sur les murs en bois, adoucissant les contours du mobilier. Jeremiah se leva lorsque Cora entra. Il portait un manteau noir à revers en satin et une chemise en lin parfaitement amidonnée. Son foulard blanc était noué avec la même précision qui caractérisait chacun de ses gestes, mais ses yeux, lorsqu'il la vit, s'adoucirent d'une lumière que personne n'avait réussi à faire jaillir de lui depuis des années. Elle s'avança vers lui d'un pas ferme.
Lorsqu'elle fut à ses côtés, il lui offrit son bras avec une révérence mesurée. Inutile d'annoncer le but du dîner. Tout le monde le savait. Tout le monde célébra en silence. Au cours de la soirée, il n'y eut ni toast exagéré, ni discours grandiloquent, seulement des regards complices, des murmures bienveillants et une paix aussi solide que les murs qui les entouraient. Cora parla peu, mais ses yeux riaient. Jeremiah la regardait comme quelqu'un qui avait trouvé un ancrage au milieu d'une tempête. À la fin du dîner, Mademoiselle Sarah demanda la permission de se retirer avant les autres. Elle tenait dans ses mains une enveloppe scellée, fermée par un ruban de soie ancien. Elle la déposa dans la main de Cora avec un sourire subtil et une pression des doigts. « Lis-la quand tu seras prête », murmura-t-elle. Quelques heures plus tard, dans la solitude de sa chambre, Cora défit le ruban de ses mains tremblantes. La lettre, écrite de la main mesurée de Mademoiselle Sarah, n'était pas longue, mais chaque mot portait le poids d'une confession mûrie depuis longtemps. Ma chère Cora, tout au long de ma vie, j'ai vu de nombreuses femmes défiler dans les colonies du Colorado. Belles, éduquées, ambitieuses, dociles, brillantes, mais rares, très rares, sont celles qui m'ont marqué autant que vous en si peu de temps. Vous n'êtes pas la plus bruyante ni la plus admirée, mais il y a dans votre silence une force qui plie même l'arrogance la plus ancienne. Tu n'as pas eu besoin d'élever la voix pour changer le cours d'une maison entière, ni de te déclarer courageuse pour soutenir le regard de ceux qui te méprisaient. Je t'ai vu arriver comme une ombre, habituée à ce que le monde t'ignore. Et maintenant, je te vois ferme à la place où seules les femmes authentiques ont réussi à se hisser dans le cœur d'un homme qui avait renoncé à l'amour. Jeremiah n'est pas facile à aimer. Ses blessures ne guérissent pas avec des sourires. Mais tu n'as pas essayé de le guérir. Tu étais simplement là, avec tes mains propres et ta dignité intacte. Et cela, ma chère enfant, a été son salut. Je te remets cette lettre en témoignage de ce dont j'ai été témoin. Car un jour, lorsque tu douteras à nouveau de toi-même, je veux que tu te souviennes que c'est toi qui as transformé une maison en ruine en un foyer et un homme brisé en un mari. Avec respect et admiration éternelle, Mademoiselle Sarah Beaumont Cora laissa la lettre sur la coiffeuse et resta assise près de la fenêtre, regardant le reflet de la lune baigner les vitres restaurées de l'atelier. Au loin, les lumières du jardin scintillaient comme des promesses tenues. Dans sa poitrine, une émotion profonde, mi-reconnaissance, mi-vertige, lui fit fermer les yeux. Elle n'était plus l'ombre qui craignait le regard de sa sœur. Elle n'était plus la jeune femme qui pleurait dans un coin, tandis que les rires des autres remplissaient les salons. Elle était désormais une femme aimée, choisie non par convenance, mais pour la reconnaissance sincère de sa valeur. L'atelier s'épanouissait d'une nouvelle vie, et avec lui, la sienne. Sur l'un des bancs du jardin, Jeremiah l'attendait, et pour la première fois, elle n'avait pas peur de marcher vers la lumière. Le temps, avec son rythme implacable, avait laissé ses traces sur les visages, les jardins et les souvenirs, mais n'avait pas réussi à faner ce qui avait autrefois fleuri avec vérité. 12 ans après cette soirée intime, où des fiançailles avaient été annoncées sans fanfare, la propriété des Beaumont était toujours là, mais plus chaleureuse, plus vivante, plus accueillante. Dans le couloir principal, les anciens portraits avaient été légèrement déplacés pour faire place à de nouvelles images. Une peinture à l'huile au ton doux représentait Cora vêtue d'une robe en mousseline bleue, assise parmi les lauriers des montagnes, avec une petite fille aux cheveux bruns endormie sur ses genoux. D'un côté, dans un autre corps, on pouvait voir Jeremiah debout à côté d'un garçon au regard curieux, tous deux devant l'atelier en pleine floraison. Les visiteurs arrivant au printemps étaient accueillis par le murmure des sources, l'arôme de la lavande et l'écho d'une histoire qui, selon les domestiques, avait changé l'âme de la maison. Cora, désormais âgée d'un peu plus de 40 ans, conservait la même sérénité dans son regard, mais elle avait acquis une nouvelle assurance. Ses pas étaient fermes, ses paroles précises. Personne ne l'appelait plus l'ombre de Murphy. Elle était désormais la maîtresse de la propriété Beaumont, mère de 2 enfants, Catherine et Edmund, épouse d'un homme qui, avec les années, avait appris à sourire sans crainte et à embrasser sans réserve. Jeremiah, bien que ses tempes commençaient à se grisonner, conservait sa stature droite et sa voix ferme. Mais c'était dans son regard sur Cora que le passage du temps était le plus évident. Il la regardait avec la tendresse de celui qui sait qu'il a été sauvé. Il n'y avait plus de mur entre eux, ni de réserve,
Seulement le silence partagé de deux âmes qui avaient résisté ensemble aux hivers et aux tempêtes. L'atelier, symbole de renaissance, était devenu le refuge de la famille. Catherine y lisait des romans à haute voix, imaginant des mondes lointains. Edmond y plantait des graines avec des mains impatientes, rêvant d'inventions botaniques, et Cora, assise sur un banc en fer, observait en silence, le cœur comblé. Mademoiselle Sarah, même si elle ne marchait plus avec la même agilité, continuait d'être la grande matriarche. Elle avait choisi de rester dans la propriété du Colorado et n'était jamais retournée à la colonie. Elle disait avec un sourire sage que la vraie noblesse ne réside pas dans les bols mondains, mais dans les décisions prises quand personne n'applaudit. Mais tous les destins n'étaient pas aussi doux. Magnolia, la sœur aînée de Cora, avait finalement épousé un homme fortuné, mais sans affection. La vie qui lui tenait tant à cœur pour être admirée finit par être une succession d'apparences brisées. Elle passa des saisons dans le Sud à écrire des lettres auxquelles personne ne répondait. La jeunesse qu'elle utilisait comme monnaie s'épuisa trop vite. Beth, quant à elle, disparut des cercles sociaux après un scandale économique où son mari perdit sa fortune. Elle vivait avec une tante éloignée, et dans ses yeux, on disait qu'il y avait quelque chose de repentant, même si elle ne l'exprimait jamais en mots. Cora n'avait aucun rang. Elle avait appris que le véritable triomphe n'était pas la vengeance, mais le fait de vivre pleinement. La société avait également commencé à changer. Les femmes de sa génération n'étaient plus considérées uniquement pour leur capacité à faire de bons mariages. Les réunions portaient sur la littérature, l'éducation, voire la politique. Les jeunes femmes qui arrivaient dans les hautes terres demandaient un conseil à Cora, non seulement pour sa position, mais aussi pour son histoire. Un après-midi d'avril, alors que le soleil teintait le ciel de reflets dorés, Cora se rendit seule à l'atelier. Elle portait dans ses mains une petite boîte en bois. À l'intérieur, elle conservait des lettres, des coupures de journaux, une fleur séchée et une broche ancienne, la même qu'elle portait le soir où tout avait changé. Elle s'assit sur son banc préféré et commença à écrire une lettre sans se presser. « Chère Catherine, peut-être qu'un jour tu liras ceci et te demanderas comment tout a commencé. Ce n'était pas avec une danse, des bijoux ou des promesses grandioses. Cela a commencé dans la douleur, l'humiliation, l'ombre. Mais cela a aussi commencé par un acte de courage silencieux. Ne pas laisser les autres décider qui j'étais. L'amour n'était pas un prix, ma fille. C'était un choix répété chaque jour, même quand cela faisait mal. Même lorsque le passé essayait de s'immiscer, j'ai choisi de rester. Et il a choisi de se laisser atteindre. C'est ça, l'amour durable. Toi qui es né parmi les fleurs, souviens-toi toujours que les racines les plus solides se forgent dans l'obscurité et qu'une femme n'a pas besoin d'être célébrée pour être extraordinaire. Avec un amour éternel, ta mère Cora garda la lettre, ferma la boîte et l'enterra parmi les racines d'un jeune prune, le même qu'Edmond avait planté l'été précédent. Le fils fit ses adieux au ciel lorsque Jeremiah apparut en silence. Il ne dit rien, se contenta de tendre la main. Elle l'a prise sans poser de questions. Ils sont rentrés ensemble à la maison, entourés de fleurs, de souvenirs et d'un amour qui, 12 ans plus tard, n'avait fait que s'épanouir. Parfois, la vie semble déterminée à nous faire croire que notre valeur dépend du regard des autres. Mais Cora nous a montré le contraire. Elle nous a appris que la dignité silencieuse, la tendresse réprimée et l'espoir qui ne meurt pas peuvent transformer même le cœur le plus endurci. Elle n'a pas crié pour se faire entendre. Elle s'est épanouie en silence, et cet épanouissement a changé son destin et celui de son entourage. Cette histoire nous rappelle que le véritable amour ne recherche pas les ornements ou la perfection, mais la vérité. Que peu importe le nombre de fois où les autres vous méprisent si vous connaissez votre valeur, car il y a toujours un hiver qui se termine et un atelier qui s'épanouit à nouveau. Si cette histoire vous a ému, dites-nous dans les commentaires quelle partie vous a le plus touché. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez le mot « renouveau ». Ainsi, nous saurons que vous partagez cette émotion avec nous jusqu'au dernier souffle. N'oubliez pas de consulter d'autres récits similaires que je laisse dans les dernières cartes. Peut-être que le prochain sera également inoubliable pour vous. Merci d'être là et n'oubliez jamais. L'amour le plus fort est celui qui n'a pas besoin de témoins, seulement de vérité.